Hey, salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau point lecture. Aujourd'hui dans ce point lecture, je vais vous parler de deux romans adultes et assez conséquents, d'un petit roman jeunesse et de deux BD. J'ai choisi de mettre uniquement deux romans dans cette vidéo, tout simplement parce que c'est deux romans qui ont été incroyables. C'est des lectures qui ont été incroyables, qui m'ont retourné la tête, qui m'ont retourné le cœur comme... Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça dans mes lectures et j'avais vraiment envie en fait qu'il n'y ait rien d'autre autour pour, je sais pas, pour faire un peu de brouillard autour, j'en sais rien, je ne trouve pas le terme, c'est pas grave, mais voilà, je voulais vraiment qu'ils soient tous les deux, voilà, que vous soyez percutés par ces titres parce qu'ils m'ont tellement percuté au moment de la lecture que j'ai envie de partager ça avec vous. J'ai mis un petit jeunesse et des petites BD parce que bon, c'est assez sympathique à la fin. Une fois que je vous aurais parlé de trucs bien lourds, et ben on finit par des trucs un peu plus light, voilà. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de L'Empereur Blanc d'Armelle Carbonel aux éditions Mazarine. Il s'agit d'un thriller. J'ai découvert l'autrice il y a quelques années avec... celui où il y a un objectif, là j'arrive jamais à retrouver le titre, c'est une catastrophe, je suis désolée, je suis une booktubeuse en carton, mais c'est vrai que j'avais pas non plus, je me souviens que j'avais bien aimé, mais j'avais pas trouvé ça hyper, enfin je sais pas, j'avais pas été plus marquée que ça, puisque voilà, je me souviens juste que j'ai bien aimé. J'ai eu très envie de lire celui-ci parce que on nous parle d'une double temporalité, donc on nous parle d'aujourd'hui avec 5 auteurs qui se retrouvent dans une maison, dans un coin au fin fond des États-Unis, une maison qui est réputée pour être hantée. Ils décident de s'y retrouver parce que l'un d'entre eux l'a acheté et qu'en fait à l'intérieur de cette maison, bah voilà, vu l'ambiance, etc., eux ils pensent trouver l'inspiration. Donc j'aimais bien ce côté, on se regroupe entre potes écrivains dans un endroit glauque et stressant pour finalement trouver l'inspiration. Voilà, ce côté-là j'adorais. Et surtout, j'aimais aussi le fait qu'on parlait du passé, donc du passé de cette maison dans laquelle un homme noir a été... Enfin, lui et sa femme, en fait, en gros, l'histoire d'un homme noir qui était marié à une femme blanche, en plein pendant la période où c'était pas cool d'être noir aux États-Unis. Je dis pas que c'est cool aujourd'hui de l'être, hein, mais il y a un moment où c'était encore pire. Et en fait, voilà, ils étaient un peu retranchés dans cette maison pour être un peu protégés, mais finalement, il va y avoir un massacre dans cette maison et cet homme va mourir là. Et on laisse supposer que c'est cette histoire qui crée le fait que la maison soit hantée, en fait. Voilà, donc moi, tu me mets ces deux sujets-là, j'étais en mode « Oh my god, ça va dépoter ». Et effectivement, ça dépote sa maman. Alors, à savoir quand même que il y a vraiment, pour moi, ce roman se découpe un peu en deux, un peu comme les romans d'Amélie Antoine parfois en fait, où vous avez un côté pseudo-contemporain, je parle de ceux d'Amélie Antoine, qui glisse doucement, et puis à la deuxième partie on est sur du thriller. Là on peut avoir cette impression-là, mais dans ce cas-là, on serait plus dans une première partie qui est un truc hyper anxiogène, avec une maison qui fait flipper, des gens qui disparaissent, des messages qu'on reçoit sur notre téléphone, des trucs vraiment super chelous. Donc un côté un peu anxiogène, limite dans l'horreur et dans la tension en fait. Et puis d'un seul coup, paf, on a une espèce de révélation, et là tu bifurques complètement dans du thriller quoi. Et j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça incroyable parce que c'est extrêmement bien fait. Et en plus, c'est porté par une plume. My God. Il y a des passages de ce roman qui sont en fait les mémoires de cet homme, je vous ai dit, qui s'est fait tuer. Alors je cherche son nom, Bill Ellison. Voilà, Bill Ellison, c'est l'homme noir qui a été tué dans les années 60 dans cette maison, donc Crescent House, voilà. Et en fait, il était écrivain, et il y a des passages dans le roman en fait où on a entre guillemets ses mémoires, on peut lire en fait son histoire à travers ses propres mots. Et alors ces passages sont divinement bien écrits, c'était assez incroyable. Et en fait c'est comme ça que tu rentres dans le roman. Et je trouve ça juste hyper intelligent parce que par exemple je sais que moi quand je vais en librairie, quand un livre m'interpelle, je vais regarder un peu le résumé, mais en général mes yeux font de la lecture rapide dans le résumé, donc je chope 2-3 mots seulement. Ensuite je vais ouvrir le livre et je vais lire soit le prologue, soit le chapitre 1. Et si je vois que la plume, l'ambiance, voilà, m'accroche, j'achète le livre. Et je peux vous assurer que ce bouquin-là, si je connaissais pas les réseaux sociaux, etc., et que je l'avais pas découvert
comme ça. Je pense que concrètement, en librairie, si j'avais ouvert ce livre et que j'avais lu les premières phrases, ça m'aurait tellement happé. Je sais pas, il y a une espèce des phrases courtes, des mots percutants, il y a une espèce de poésie, c'est super bien écrit, voilà, c'est tout, je peux pas vous dire autrement. C'est vraiment très très bien écrit, vraiment ces passages-là, tu sens un vrai effort sur la plume moi ça m'a envoûté complètement, et ça en devenait presque mes parties préférées, en tout cas pour ce style et cette plume, et j'ai adoré. Donc, je vous ai dit, on suit la maison, Crescent House, qui a été donc, qui est réputée vraiment dans le coin comme étant la maison de l'horreur, hein. Clairement, on dit aux gens de pas trop y aller, mais un des écrivains va l'acheter et va inviter ses copains. Voilà. Sauf que dès le début, il se met à se passer des choses très étranges dans cette maison, puisque dès le départ, l'un des 5 disparaît. Voilà. Et on va suivre ce personnage-là qui a disparu. Mais on va le suivre quand même, je peux pas vous en dire trop. On suit ce fameux disparu, hein, on sait un petit peu ce qui lui arrive. On suit les 4 autres comparses qui font leur petite vie en s'inquiétant qu'à moitié de la disparition de leur copain, puisqu'ils se disent « ouais, il a dû partir, c'est pas grave et tout ». Sauf qu'au fur et à mesure, soit les autres vont disparaître, soit... Enfin, il va automatiquement se passer un truc, ils vont recevoir des messages, je vous dis, des SMS assez chelous, des vidéos par SMS... et surtout, ils vont apprendre que peu de temps avant, dans une maison un petit peu plus loin, il y a eu un massacre, une famille a été massacrée. Donc autant vous dire que là, ils sont dans une ambiance un peu... Eux qui voulaient de la frayeur pour rentrer dans dans l'ambiance, parce qu'il faut savoir que ces 5 auteurs, ce sont des auteurs de thrillers, et chacun a sa spécialité, et dans l'ensemble, ils aiment bien les romans bien gore, bien glauques. Voilà, c'est un peu des Isa en puissance. Isa des chroniques des hérissons, quoi. Ils aiment le gore, quoi. Et donc voilà, donc on est dans cette ambiance assez pesante. En plus, il y a toujours cette intervention du premier qui a disparu, où t'es en mode « Waouh, mais il est où? Il se passe quoi? Mais pourquoi? Mais comment ?» Et puis, on a... les autres qui mènent leur vie, mais avec qui il se passe quand même des choses vraiment bizarres. Il y a vraiment une ambiance glaçante, en fait. Il y a vraiment une ambiance glaçante. Et je ressens rarement ce truc-là dans les romans. Et là, avec moi, ça l'a trop fait. Hein. J'étais ouh. Et puis, je peux pas vous parler de la suite parce que je risquerais de vous spoiler. Mais j'ai adoré. Sincèrement, j'ai adoré, mais de ouf. De ouf. Je crois d'ailleurs que c'est mon thriller préféré de 2021. Ouais, je crois que c'est le thriller que je préfère depuis le début de l'année, parce que il y a tout ce que j'aime, en fait, il y a tout ce que j'aime dans ce thriller, et c'était juste génial. J'ai adoré, franchement j'ai adoré. C'est très stressant de pas pouvoir vous dire tout le reste et tout, mais ouais, c'est chouette, et j'aime bien cette construction où on a une partie des réponses au milieu du livre. Je trouve ça mais tellement culotté de la part de l'autrice. Tu te dis, vas-y, elle a tellement confiance en sa construction et en son récit que paf, au milieu, elle te balance un truc qui est dingue, et tu te dis, waouh, ah ouais quand même. Et là, tu te demandes, mais comment elle va continuer à me surprendre, comment je vais pouvoir continuer à être happée par l'histoire. Bah, elle y arrive en fait, elle y arrive clairement, et voilà, pour moi, aujourd'hui, c'est mon thriller préféré de 2021, je peux pas vous dire autre chose. J'ai surkiffé, j'ai adoré la plume, j'ai adoré l'histoire, j'ai tout aimé. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, je crois, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à avoir de coup de cœur. Avec les thrillers, j'ai jamais de coup de cœur, je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, c'est parce que je vous ai déjà dit qu'en fait, je marche beaucoup à l'affect et à l'émotion. En tout cas, pour un coup de cœur, j'ai vraiment besoin de ressentir des émotions. Voilà, j'ai vraiment besoin de ressentir des émotions. Et quand je lis un thriller, je ressens pas, enfin si, j'ai un peu peur, etc., mais je suis pas émue, quoi, tu vois. Et voilà, j'ai pas ce type d'émotion, et du coup, je pense que c'est pour ça que chez moi, il y a pas de coup de cœur en thriller. Mais vraiment, celui-là, mais de ouf, en fait. Je pense c'est évident que vous le retrouverez dans mon top 10 ou 15, je ne sais pas quel nombre je mettrai cette année, mais il sera dans le top de l'année, c'est une évidence. Je me suis éclatée à le lire. J'avais pas envie de le lâcher, j'ai adoré. J'ai juste adoré, et vous savez, c'est ce type de roman où, une fois que vous l'avez terminé, bah vous avez les réponses, vous êtes content, mais en fait, après, avec du recul, vous vous dites, merde, c'est fini, je pourrais plus le redécouvrir. Alors, je sais pas si ça vous fait ça parfois, mais là, ça m'a vraiment fait ça. Je me suis dit, bah, c'est fini, je l'ai découvert, et ça me refera plus jamais la même chose, en fait. Enfin bref, vous avez compris, j'ai adoré L'Empereur Blanc, voilà. Je vous ai prévenu, hein, 2 livres qui m'ont enjaillé de folie
donc forcément voilà. On va rester dans un type de roman assez sombre et assez dur à lire, mais dans un registre totalement différent, et je vais vous parler de L'Oiseau bleu d'Erzurum de Yann Manouk. C'est le premier roman de Yann Manouk que je lis. J'ai toujours eu envie de tenter l'auteur, mais c'est vrai que je sais pas, j'ai jamais franchi le pas. En même temps, quand on voit tout ce qui me tente et tous les livres qui existent, je peux pas tout lire quoi. Et en fait, celui-ci, quand je l'ai vu dans le catalogue d'Albin Michel, quand ils nous l'ont proposé, j'ai commencé à lire le sujet, je me suis dit, oh oui, je n'ai jamais lu de livre sur ce sujet-là, et en plus, ça sera l'occasion pour découvrir l'auteur. En plus, c'est pas de la biographie, mais il s'inspire quand même des souvenirs de sa grand-mère, donc il y a quand même un réel impact, et là, pour le coup, au niveau émotion, tu l'as, hein, l'émotion. Ouais, t'as vraiment de l'émotion parce que tu sais que ça existait. Et du coup, voilà, je me suis dit, ça va être vachement bien. Donc, ce livre, c'est l'histoire de la grand-mère de Yann Manouk. Alors, avec, bien sûr, c'est très romancé, avec des ajouts, etc. Donc, on débute l'histoire en 1915. On est en Turquie. Et alors, je vous préviens, le premier chapitre est clairement traumatisant. Voilà, je préfère le dire. Le premier chapitre, si tu es comme moi et que tu visualises, c'est dégueulasse, c'est juste dégueulasse. À savoir que l'auteur, dans le prologue, enfin dans les avant-propos plutôt, il explique que effectivement il y a beaucoup de scènes très dures, mais des scènes qui existaient en fait. Il a rien inventé quoi. Et que l'éditeur, donc voilà, lui a même demandé de squeezer 2 scènes qu'ils ont jugées bien trop violentes. Donc vous imaginez un petit peu le truc. Hein. Donc voilà, donc la première scène, et je vous dis, faut être accroché à son slip, hein, parce que vraiment la première scène, elle est hard. C'est pas un viol, je préfère vous prévenir, vous savez à quel point moi ça me... Hein. On sait, alors je vous le dis, il y a des viols dans cette histoire, mais c'est pas décrit. Voilà, moi c'est sous-entendu, c'est dit, clairement, mais on n'a pas de description précise en fait, et du coup ça, pour moi ça passe. Bref, je me perds, c'est terrible. Donc, on est en 1915, on est en Turquie, et en fait, j'ai extrêmement mal au bras. On est en Turquie, et en fait, on va suivre l'histoire de 2 petites filles, dont la maman va être massacrée devant elle, mais vraiment, c'est... mais vraiment, enfin, ne lisez pas ça après avoir mangé, quoi. C'est le massacre, là, il est violent, quoi. Donc, on va suivre ces 2 petites filles, Araxi et Eganouche, je crois que c'est ça, voilà, on va suivre ces 2 petites filles, donc Araxi est l'aînée, et Eganouche est la plus jeune. Dès le départ, en fait, Eganouche, pendant le massacre, en fait, elle va perdre la vue. Donc Araxi va encore plus vouloir protéger sa petite sœur, et on va suivre leur histoire. Il faut savoir, je sais pas, pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas cette partie de l'histoire, c'est la période de l'histoire où il y a eu le génocide arménien. À savoir que donc on est en Turquie, un pays majoritairement musulman, et là en fait la communauté arménienne était une communauté donc chrétienne, si je dis pas de conneries, j'espère, si je confonds pas tout, et en fait une partie, enfin la personne qui dirigeait à ce moment-là, j'essaye de prendre des raccourcis sans faire d'erreur, c'est compliqué, a décidé qu'en fait il ne devait plus y avoir d'Arméniens sur les terres, étant donné que ce n'est pas chez eux, alors qu'historiquement parlant, les Arméniens étaient peut-être là avant, enfin bon bref. Donc lui, il ne veut plus d'Arméniens sur ses terres, donc il décide de les déporter, sauf qu'en fait, si en chemin on peut les massacrer, c'est bien aussi, hein. Mais si on peut également massacrer les enfants et les bébés, c'est bien aussi. Si sur le chemin tu peux te servir, et si la femme peut se faire violer par 15 ou 20 ou 30 soldats, pourquoi pas, hein, allons-y aussi. C'était très très violent, de toute façon un génocide c'est pas réputé pour être soft, donc c'était très violent, et on va suivre vraiment, on est vraiment en plein dans cette période, sur une très grosse partie du roman. Ensuite on va partir en France, et on est plus sur le après le génocide, donc qu'est-ce qu'il advient des Arméniens aujourd'hui, est-ce qu'il y a voilà, quelles sont les conséquences en fait de tout ça.
À savoir qu'en même temps, en 1915, on parle un petit peu d'Hitler et de l'Allemagne, puisque c'était le début de la montée en puissance, enfin voilà, on est quand même autour de la Première Guerre mondiale, montée en puissance du nazisme, etc. Donc on a tous ces faits historiques, et c'était passionnant, sincèrement c'était passionnant. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est génocide arménien, je connais les grandes lignes, mais des très 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 grandes lignes. Je suis bien plus calée sur le génocide des juifs que du génocide arménien, clairement. Parce que de toute façon, à l'école, on nous parle de la Seconde Guerre mondiale, puisque Français, on était concernés, alors que le génocide arménien, c'est comme le génocide rwandais, on nous en parle absolument pas. Et voilà, pourtant, surtout au Rwanda, c'est pas comme si on n'était pas là-bas. Mais bon bref, on nous en parle pas, on occulte tout ça, ça n'a jamais existé, alors que si, en fait. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que justement, l'auteur, en fait, il prend pas de détour, quoi. Il te raconte l'histoire de sa grand-mère et de sa grande-tante, du coup. Elles vivent des choses horribles, puisqu'elles vont être déportées. Elles vont être achetées pour être l'esclave d'une jeune fille dans un harem. Puis elles vont... va y avoir des passages en Russie, va y avoir des passages en France. On suit vraiment toute leur histoire. Volontairement, je vous raconte pas plus que ça, parce qu'il faut découvrir l'histoire, c'était vraiment super bien, et c'était tellement intéressant. Franchement, je vous jure, c'était tellement intéressant, et suivre ces deux petites filles depuis leur plus jeune âge jusqu'à plus vieilles, c'était passionnant. Elles sont extrêmement attachantes, surtout Araxi, enfin la plus grande. Je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, je suis vraiment désolée, mais c'était passionnant, ça m'a littéralement passionnée. Je vais le dire 20 fois, c'est horrible, la meuf manque totalement de vocabulaire. C'était vraiment chouette. En plus, c'est très bien écrit, j'ai beaucoup aimé la plume de Yann Manouk, j'ai beaucoup aimé sa façon d'amener les choses. J'ai pas eu le sentiment, après peut-être que je me trompe, je ne sais pas, en tout cas au niveau de mon propre ressenti, je n'ai pas ressenti Alors il y a forcément une espèce de prise de position, étant donné qu'il parle quand même de l'histoire de sa grand-mère et du massacre de son peuple, donc forcément il y a une part... tu peux pas être totalement neutre quand tu parles de ça. Mais j'ai trouvé que ça restait en fait dans ce qu'il fallait. Voilà, ça restait dans ce qu'il fallait. On n'est pas dans un livre qui haït la Turquie ou les Turcs. Enfin, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment plus dans le reste de l'histoire et non, c'était passionnant. Franchement, c'était juste passionnant. Et j'aime tellement ce type de roman pour en apprendre plus sur l'histoire. Parce que moi, je vous l'ai déjà dit, ça me donne juste qu'une envie, c'est d'aller faire 50 milliards de recherches, de découvrir plein d'autres choses. Et j'ai trouvé ça passionnant, mais vraiment. Et vous voyez, j'ai un autre livre sur le même sujet que j'ai reçu de la part de Charleston, Le parfum de l'exil, je crois, qui est sur une double temporalité et tout, mais j'ai très peur parce qu'en fait, oui, on parle du génocide arménien sur une partie du roman, mais l'autre partie qui sera contemporaine, j'ai peur que ce soit un peu trop axé sur justement de la romance, etc., et que ça reste, du coup, qu'on n'impose pas assez ce côté poignant et ce côté historique à l'histoire. Alors que là, pour moi, il y a tout ce qu'il faut, et je peux pas je sais pas pourquoi c'est pas un coup de cœur, sincèrement, j'en sais rien, parce que même quand j'en parle comme ça, on pourrait avoir le sentiment que c'en est un. En tout cas, c'est un livre que je n'oublierai pas, que je vais garder, que je vais sûrement relire, que j'offrirai aussi très certainement, parce que je trouve ça extrêmement important. C'est pas un témoignage, je vous ai dit, c'est un livre qui est romancé. L'auteur le dit, hein, il a fallu qu'il comble les blancs de l'histoire, parce qu'il ne sait pas tout, parce que sa grand-mère avait aussi peut-être oublié certaines choses. Donc il a fallu, puis il y a des passages où sa grand-mère n'est pas dans l'histoire, donc il fallait bien qu'il comble tout ça. Mais j'adore quand on me parle de l'histoire, quand on me parle d'un morceau de l'histoire qu'on nous enseigne pas finalement, et qui moi, chez moi, active mon neurone curiosité. J'ai adoré ce livre, sincèrement j'ai adoré. J'ai adoré, j'espère, et je pense, parce que c'est un Albin Michel, donc je pense que l'année prochaine il va sortir en poche, mais ruez-vous dessus quoi, si vous aimez les romans historiques, si vous avez envie d'en apprendre plus, si vous ne connaissez rien au génocide arménien, ce qui se comprend parce que je vous dis, on nous apprend rien dessus, si vraiment tout ça peut vous intéresser, jetez-vous sur ce roman quand il sortira en poche. Parce que réellement ça vaut le coup, c'était bien, c'était poignant. Il y a beaucoup de scènes très dures, hein, forcément, c'est une évidence, mais en même temps, il y a ce côté...
il y a aussi un côté qui, je trouve, qui donne de l'espoir en fait. Et c'était vraiment une super lecture, j'ai tellement aimé. Et pour vous dire, depuis que je l'ai terminé, je n'arrive pas à aimer un autre livre. C'est une catastrophe. Du coup, j'ai lâché tous les romans que je lisais et j'ai attaqué un King parce que le reste ne passe pas. Voilà, donc je pense qu'il me fallait un temps pour digérer ce livre-là parce qu'il était tellement bien, tellement poignant et instructif, etc. que du coup, j'avais besoin d'autre chose. Voilà, vous sentez que je suis emballée quand même. On va passer sur un registre bien plus léger, quoique on parle de squelettes, mais très très léger. Donc je vais vous parler de La Cité des Squelettes de Richard Petit-Cygne, illustré par Roman Poche aux éditions Goldstream dans la collection Étincelle. C'est un petit roman jeunesse avec un chien qui est plus grand que sa maîtresse. Un roman jeunesse qui est illustré, voilà. Je vais aller très rapidement sur ce titre. Donc on suit une petite fille qui s'appelle Jacinthe, qui vit avec son papa et sa maman. Ses parents en fait ont des métiers très particuliers, ce qui fait qu'en fait ils déménagent très très souvent. Jacinthe, elle le vit pas forcément très bien parce qu'elle doit tout le temps, au bout d'un mois ou deux, s'habituer à une nouvelle école, se refaire des copains, etc. C'est compliqué. Mais elle a son chien qui est son meilleur pote, Ventouse. Et du coup, ça passe toujours un peu mieux. Là, ses parents lui annoncent qu'ils vont aller vivre à Paris, dans la cité squelette. Et au début, elle ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et quand elle débarque, elle se rend compte qu'en fait, cette cité est peuplée par des squelettes. Mais genre des vrais squelettes. C'est pas des gens morts qui sont devenus des squelettes. Non, ce sont des squelettes qui naissent squelettes. Et du coup, j'ai adoré toute cette partie où le petit garçon, Casper, qui devient son meilleur pote, qui est un squelette, lui explique comment ils naissent, comment ils se reproduisent et tout. C'était très drôle et j'ai trouvé ça super chouette de créer comme ça tout un nouvel univers, c'était vraiment cool. Il y a plein de trucs qui pour les enfants, moi, m'ont fait un peu sourire, mais bon, je suis une grande fille aussi, mais qui je pense vont vraiment faire marrer les gamins parce que c'était vraiment drôle. Et dans l'intrigue, en fait, on a des os qui disparaissent, des petits os, au début, on va accuser Ventouse parce qu'il est bien connu que les chiens volent les os. Sauf que Jacinthe et son copain Casper vont mener l'enquête pour savoir, voilà, qui vole les os. Et puis voilà. C'est vraiment un tout petit livre. Moi, je dirais, franchement, 7-8 ans, ça passe facile. En début lecture, je vous dis ça. C'est très aéré. Au niveau vocabulaire, j'ai peut-être noté un ou deux mots qui pourraient être peut-être compliqués pour des enfants, mais c'est tout. C'est vraiment très chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y aura un tome 2 parce qu'il te laisse supposer que voilà, il y aura un tome 2, je pense qu'il sortira sûrement à l'automne, puisqu'on parlera de sorcières. J'ai très envie de découvrir la suite, c'est une petite série que je vais continuer à suivre parce que c'est frais, c'est drôle, et je pense que vraiment pour les mômes c'est génial, franchement, et je vous dis, toute l'historique autour des squelettes, c'était vraiment très chouette. Alors l'enquête, elle casse pas trois pattes à un canard, hein, clairement, mais c'est-à-dire que voilà, ça peut être la première enquête lue par les enfants, ça peut être très bien, mais c'est vrai que l'enquête casse pas trois pattes à un canard. J'ai vu bien mieux au niveau enquête dans les romans jeunesse, mais là, pour toute l'histoire, c'était mignon. Je vous dis, il y a plein de petits passages très drôles, des petits jeux de mots, etc. Et non, c'était vraiment cool, franchement, c'était vraiment cool. Ensuite, je vais vous parler de 2 BD que j'ai reçus hier et j'ai sauté dessus. Donc il s'agit de Ella et les Hellboys, Tout droit en enfer, de Kit Toussaint et de Lucia Rousseau, chez Dracou. Voilà. Alors dans cette histoire, on va suivre principalement Ella, qui est une lycéenne, qui est un peu, voilà, qui a tendance à sécher, qui est pas très obéissante, quoi. Et en fait, un soir, avec Kylian, ils vont pour saccager la voiture d'un de leurs profs. Et en fait, la voiture est garée dans un quartier particulier, et surtout près d'une maison qui est réputée pour être une maison un peu hantée, encore. Donc ils vont entrer dans cette maison, enfin en tout cas, Kylian va entrer dans cette maison, et va disparaître. À partir de là, Ella, elle va vouloir comprendre ce qui se passe, et quand elle va entrer dans la maison, elle va arriver dans un espèce de nouvel univers, qui est une espèce de fête foraine, mais la fête foraine de l'enfer, où il y a des démons, des monstres, etc., et où on lui dit que si elle veut retrouver Kylian, elle va devoir affronter différentes étapes. T'as l'impression d'être dans un jeu vidéo, t'es dans Mario en fait, hein. Tu vas devoir affronter différents monstres dans différents univers pour qu'elle puisse retrouver son pote, quoi. On va très rapidement découvrir qu'en fait normalement une fois que t'es entré dans ce nouveau monde, tu ne peux pas en sortir et tu ne peux pas en tant qu'être humain ressortir et reprendre ta vie normale, et bizarrement Ella a une capacité spéciale puisque elle est capable d'entrer et sortir à sa guise en fait. Donc elle va vouloir retrouver Kylian,
Elle va être aidée par des personnages assez chelous qui sont là dans cet nouvel univers, et puis à côté de ça il y a un flic qui va un peu l'inciter à retourner là-bas pour savoir ce qui se passe vraiment. Même si elle au début elle pense qu'on va la prendre pour une folle, hein, parce que bon, leur dire oui je rentre dans une maison et quand je rentre dans la maison je suis dans la fête foraine de l'enfer, c'est un peu chelou. C'était sympa, voilà, c'était sympa. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais j'ai trouvé ça assez sympa, assez fun. Et là elle a ce petit côté badass que j'aime bien, voilà. Après c'est très introductif et j'ai hâte de voir, donc il y aura quand même plusieurs tomes, hein, puisqu'à chaque fois il faut qu'elle dézingue un méchant pas beau, donc j'attends de voir la suite avec plaisir, mais c'était voilà, c'était une lecture plutôt sympathique. Et puis bah moi je lirai la suite, voilà. Et ensuite j'ai attaqué une autre BD, j'ai lu Le Plongeon, donc de Séverine Vidal et de Victor L. Pinel. Alors j'ai pas arrêté de chialer, voilà. C'était assez terrible. On va suivre, en fait dans cette BD on suit Yvonne, 80 ans, qui n'a plus son mari depuis quelques temps, qui le vit vraiment très très mal. Elle va devoir quitter sa maison, vendre sa maison, et puis elle va aller vivre dans un EHPAD. Yvonne, elle a un côté assez... elle se laisse pas faire en fait. Alors les premières planches, il y a une histoire avec son chien qui m'ont traumatisée, je tiens à le dire, hein, ça m'a traumatisée, voilà. Voilà, ensuite c'est sa vie dans l'EHPAD. Le dessin est très particulier. Il y a vachement de... il y a beaucoup d'humour. Il y a vraiment beaucoup d'humour quand même dans cette BD, dans la parole d'Yvonne, et c'est marrant parce qu'en fait autant c'est touchant et c'est triste, on est vraiment sur l'histoire d'une personne qui est en train de finir sa vie en fait. Elle sait que c'est bientôt la fin, et il y a des petits passages comme ça un peu narrés où justement elle te parle de choses comme ça, c'est assez difficile. Et à côté de ça, elle a un côté... elle est sur le déclin, mais en même temps, de temps en temps, paf, comme ça, elle a des envies, et elle est pleine de peps, et elle est prête à vivre des choses aussi. Et c'était très chouette, c'était vraiment une belle histoire. Elle va se nouer d'amitié avec d'autres personnes dans cette maison dans cette EHPAD. Et elle va les pousser à faire des choses un peu dingues. Et il y a beaucoup de choses qui sont... qui je trouve dénoncent quand même un petit peu la façon dont on traite les personnes âgées. À savoir que finalement, c'est comme si parce qu'elle a 80 ans, elle est devenue une gamine en fait, et sous prétexte qu'elle est en EHPAD et qu'elle a 80 ans, oui, la responsable va la disputer, et elle va lui dire attends c'est bon, j'ai 80 ans, tu me respectes, tu me parles pas comme ça quoi. Et c'est vrai que c'est assez symptomatique de notre société, hein, de traiter les personnes âgées comme des enfants, alors que concrètement ils ont plus de vécu que nous, et on ferait peut-être mieux de les écouter parfois. Je parle de ceux qui vont bien, hein, bien sûr. Mais voilà, il y a vraiment ce côté un peu de dénonciation, et il y a ce côté quand même qui est assez... c'est dur en fait d'assister à cette fin de vie en fait. Alors elle meurt pas, il n'y a pas de décès, n'ayez pas peur. Voilà, mais en même temps, pareil, on est dans un sujet assez lourd et assez triste, mais avec plein de notes d'espoir, et j'ai trouvé Yvonne profondément attachante. Mais vraiment, je l'ai trouvée très attachante, et j'ai trouvé ça très juste en fait, et ça te fait réfléchir à la façon dont toi tu traites tes grands-parents. Vraiment, ça te fait vraiment réfléchir, et tu te dis... en fait, quand tu fermes ça, t'as juste envie d'appeler tes grands-parents, savoir s'ils vont bien, si tu peux passer les voir. Bon, même si actuellement tu ne peux pas vraiment passer les voir. Mais tu vois ce que je veux dire, ça remet beaucoup de choses en question, et j'ai trouvé que c'était une très belle BD. Et j'ai adoré parce qu'il y a aussi au niveau du trait du dessin, il y a vraiment ce côté où on assume la vieillesse, ou le corps, tu vois, le corps de la personne âgée. Il y a un moment, elle compare son corps à la maison. Vous voyez par exemple, il y a des gens qui visitent et qui disent oui, il y a beaucoup de volume, mais il y a beaucoup de choses à retaper. Et elle va se regarder dans le miroir et elle va se dire la même chose. Ok, beaucoup de beaux volumes, mais il faut tout retaper. J'ai trouvé ça vraiment très... ouais, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très touchant, j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD, et j'ai beaucoup aimé Yvonne surtout. Ouais. Donc voilà, c'en est tout de ce point lecture avec mes presque 2 coups de cœur. J'espère sincèrement que vous découvrirez un de ces 2 titres parce qu'ils m'ont tellement plu. N'hésitez pas, mais vraiment, si vous lisez ces livres, n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse savoir que vous les ayez lus, et que je puisse venir vous voir et qu'on échange et qu'on en parle, parce que quand j'ai des lectures aussi
tu vois, et bien j'ai trop envie d'échanger avec vous, voilà, n'hésitez pas vraiment à venir me voir pour qu'on papote, qu'on discute, tout ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie de découvrir un des deux titres, ou si c'est pas du tout votre style, c'est pas votre style, c'est comme ça. Dites-moi si vous avez lu les BD, si le livre jeunesse peut intéresser vos enfants, ou même vous, pourquoi pas. Voilà, j'ai vraiment hâte, comme d'habitude, de vous retrouver dans les commentaires, j'ai hâte qu'on échange autour de nos lectures, j'ai hâte que vous veniez me voir en message privé pour me dire « Ah, je l'ai lu moi aussi !» ou « Tiens, je vais l'acheter » ou « Tiens, je l'ai acheté, on va le lire » et tout. J'ai trop hâte d'avoir tous ces échanges avec vous. J'aime tellement échanger autour des livres avec des gens qui sont aussi passionnés que moi, je vous assure que c'est un côté tellement magique. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de tout ça. Je vais me taire parce que ça clignote et ça va s'éteindre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir supporté la Stéphanie surexcitée parce qu'elle aime ses livres, et j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais plein d'énormes bisous, et on se retrouve dans quelques jours dans une nouvelle vidéo.